les amateurs, j'ai l'impression qu'on est 10 fois plus à fond sur notre pratique en orchestre. J'arrive en répète, c'est comme si tu mettais tes pantoufles, tu te sens bien, t'es là, tout le monde est content de se retrouver et tout, c'est trop bien. Il faut adapter le répertoire aux musiciens et pas adapter les musiciens au répertoire. M comme musique. Épisode 8, le choix du répertoire. Le programme, j'essaie de le définir pour que ceux qui ont un petit niveau arrivent à jouer des morceaux pour se faire plaisir, et puis des morceaux un petit peu plus durs, puis des morceaux qui sont difficiles, parce que ceux qui sont très bons, il faut aussi qu'ils prennent leur plaisir à jouer des pièces intéressantes. Et puis après, je tiens compte aussi du public, de façon à ce que les gens écoutent des pièces agréables, mais pas forcément très complexes, parce que l'auditoire n'est pas forcément habitué. Denis Lancelin dirige l'harmonie La Renaissance, un orchestre qui réunit des musiciens de tous âges et de tous niveaux. Il n'y a pas de sélection ou d'audition pour intégrer l'orchestre, le seul critère est l'envie de jouer. Denis Lancelin se définit comme un chef d'orchestre d'harmonie amateur, bénévole, autodidacte. Il a appris à jouer du saxophone quand il était enfant, avant de découvrir la direction. J'ai commencé la musique, j'avais je sais pas, 7 ans, quelque chose comme ça, dans une petite école de musique, toute petite, en province, en Normandie, à Verneuil-sur-Arve. Personne ne faisait de la musique dans la famille. Jeudi après-midi, c'était les jours de congé à l'époque. C'était pratique de mettre les enfants à l'école de musique. J'étais très mauvais élève parce que j'ai triplé ma première année de solfège. C'est d'écouter de la musique parce qu'on m'avait donné un instrument qui était faux, qui était dur et j'arrivais à rien. Jusqu'au jour où il y a eu un changement de chef qui m'a donné un nouveau saxophone. Et là, ça a changé beaucoup de choses. Et ce chef était très didactique et très bon pédagogiquement. Je ne l'ai eu qu'1 an et demi comme prof. Et tout ce que je sais, je le sais grâce à lui. Et puis après, j'étais interne. Il a fallu que je quitte la ville parce qu'il n'y avait pas de lycée qui faisait ma spécialité d'électronique. Donc j'allais de moins en moins en répétition. Je jouais encore un peu le samedi quand il y avait des répétitions avec l'orchestre. Ensuite, il y a eu les études à Paris où là, j'ai tout arrêté. Mais j'ai toujours été intéressé par la direction. Ça m'était arrivé de monter un quatuor de saxophone d'ailleurs quand j'avais 16 ans. Mais j'ai jamais appris à diriger. Et puis quand j'étais à Paris, mon premier poste, parce que je viens de prendre ma retraite, ingénieur d'études au CNRS. Et mon premier poste au muséum, j'avais demandé s'il y avait un orchestre au CNRS. On m'a dit non. Mais on m'a laissé carte libre pour monter une formation. Donc j'ai monté une chorale et puis un orchestre au muséum. Dans cet orchestre, il y avait un flûtiste qui m'a dit que l'orchestre d'harmonie La Renaissance de la gare d'Austerlitz recrutait des musiciens parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Et la première fois que j'y suis allé, effectivement, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 7. Il n'y avait pas de chef et quand ils ont su que j'avais monté un orchestre au muséum, la deuxième répétition, j'ai dirigé et je dirige toujours. Voilà. Et ça va faire bientôt 40 ans. L'harmonie La Renaissance rassemble aujourd'hui 75 musiciens. Depuis qu'il dirige l'orchestre, Denis Lancelin a fait évoluer le répertoire en choisissant des morceaux adaptés à l'effectif et au niveau des instrumentistes. Au programme, des musiques de films telles que Star Wars, Pirates des Caraïbes, Indiana Jones, des extraits de comédies musicales comme La La Land ou Les Misérables, du jazz, de la variété, du tango, etc. Les partitions sont achetées auprès d'éditeurs de musique spécialisés tels que Robert Martin en France ou Afabra Music en Belgique, qui proposent dans leur catalogue des œuvres écrites ou orchestrées pour harmonie avec différents niveaux de difficulté. J'achète des nouveaux morceaux tous les ans. Il y a des morceaux avec des vraies difficultés. Les gens progressent, c'est inévitable. Je ne veux pas rester sur des choses simples parce que c'est pas intéressant. Il faut que ça marche. Ceux qui ont des super niveaux, ça pose aucun problème. Ceux qui ont des niveaux moyens, finalement, ils s'aperçoivent qu'au bout des années, quelques années, non seulement il y a l'ambiance et du coup les gens jouent en confiance et progressent et travaillent. Et ceux qui ont des petits niveaux, et je leur demande de faire ce qu'ils peuvent. La seule recommandation que je leur dise, c'est ne me gênez pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'assurer un trait complet, faites ce que vous pouvez faire, faites au mieux et essayez de ne pas déranger les autres. Et du coup, ça fonctionne très bien. L'orchestre d'harmonie des agents de la ville de Paris suit le même principe, choisir un répertoire adapté aux musiciens. Créé en 2016, cet orchestre a la volonté de rassembler des agents de la ville de Paris sur le temps de midi, avec des répétitions hebdomadaires qui ont lieu les jeudis dans l'auditorium du conservatoire du 10e arrondissement. Ouvert à tous les niveaux, l'orchestre est dirigé par la chef professionnelle Jeanne Latron. Philippe en est le chef adjoint.
Après avoir suivi son premier stage de direction en 1996, il partage aujourd'hui ses 30 ans d'expérience avec les musiciens de l'orchestre. J'ai découvert cet orchestre par le biais de la fiche de paye, puisque je travaille pour la mairie de Paris. Je suis à la fois instrumentiste, donc sax ténor et batterie, et puis du coup je suis chef adjoint, même si j'aime pas ce terme de chef d'orchestre, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc du coup j'aide la chef d'orchestre qui dirige l'orchestre des agents de la ville de Paris. Quand elle n'est pas là en répétition, moi je remplace, et puis en concert, du coup je dirige un ou deux morceaux, et elle fait le reste du programme, quoi. La chef et moi, du coup, proposons des morceaux, voilà, et on distribue les morceaux, et puis on joue ça, voilà, je vous propose de jouer tel truc. Il y a des pièces qui ont marché, il y a des pièces qui n'ont pas marché, qu'on a très vite laissé tomber, soit parce qu'il n'y avait pas assez d'effectifs, soit parce que le niveau était un peu haut, donc voilà. Et puis il y a aussi les musiciens qui disent, tiens, nous, avec telle harmonie, là, on joue ça, ça pourrait être sympa chez nous. T'as moyen de récupérer les partoches? Ouais, je pense, ouais, vas-y, on voit. Du coup, c'est comme ça que se fait le répertoire, mais il y a quand même, on va dire, une grosse partie du répertoire qui est, je dirais pas imposée, mais presque par Jeanne et moi, oui. Le répertoire choisi par les chefs d'orchestre, en concertation plus ou moins importante avec les musiciens, dépend du type de formation orchestrale. Généralement, les orchestres d'harmonie s'accordent de plus grandes libertés avec les partitions, en simplifiant par exemple certains passages dans le but de les adapter au niveau de chaque instrumentiste. Dans les orchestres symphoniques, la logique est différente. Il s'agit le plus souvent de constituer l'effectif nécessaire à l'interprétation des œuvres choisies, avec un nombre de musiciens qui peut alors varier d'une session à l'autre en fonction du programme. Si le principal critère de recrutement dans l'ensemble des orchestres amateurs reste la motivation, les orchestres symphoniques opèrent un recrutement plus strict, en demandant généralement un niveau 3e cycle de conservatoire ou équivalent, ou en faisant passer des auditions, créant des orchestres plus homogènes en termes de technique instrumentale. Adrien a découvert le répertoire symphonique quand il est rentré au lycée et qu'il a intégré le conservatoire de Tours. Et du coup, conservatoire, c'est là où j'ai vraiment fait beaucoup plus d'orchestre symphonique, parce qu'au départ, je faisais surtout de l'orchestre harmonique. Dans les petites villes, les campagnes, c'est plus l'harmonie qui est répandue. J'avais fait un stage d'orchestre symphonique, et le moment où tu sens, t'entends la nappe de cordes qui joue, moi j'ai vraiment ce souvenir-là qui te prend, et il y a vraiment un plaisir particulier en orchestre symphonique, c'est le fait qu'on ait un nombre restreint de vents et de doigts, et donc il y a un vrai travail d'aller chercher une finesse. Alors du coup, c'est limite entre guillemets ton répertoire, j'enlève rien à l'harmonie, où tu peux explorer d'autres parties, d'autres types de répertoire, mais là il y a un côté plus fin, plus poussé, et puis c'est aussi des périodes de composition musicale que j'aime bien, classique, romantique et moderne, avec les compositeurs français, Ravel, Saint-Saëns, tout ça, Poulenc, trop là. L'orchestre, en tant que formation instrumentale, apparaît au milieu du XVIIe siècle, à l'époque baroque. Au XVIIIe siècle, l'orchestre classique réunit généralement une trentaine de musiciens, puis au XIXe siècle, l'orchestre s'étoffe et le répertoire romantique intègre des cuivres et des percussions. Les orchestres symphoniques amateurs jouent donc principalement le grand répertoire symphonique allant du XVIIIe au XXe siècle, avec des œuvres de compositeurs tels que Mozart, Beethoven, Brahms ou Dvorak. Certains ont une période de prédilection, constitutive de l'identité de l'association. D'autres font des incursions vers différentes esthétiques, avec des programmes de musique de film, des œuvres lyriques ou des arrangements de musique pop-rock. C'est le cas de l'Orchestre des Jeunes de Strasbourg. En juillet 2024, dans le cadre de la 34e édition des Fêtes musicales de Savoie, l'orchestre s'est produit en concert dans différents lieux, des églises, le théâtre de verdure de Valmorel ou encore l'auditorium de Courchevel, avec un programme varié mêlant musique de film et répertoire symphonique. Esther, qui est violoniste, garde un souvenir fort de l'une des œuvres au programme. Musicalement, je crois que ça m'intéresse plus de jouer des œuvres un peu plus anciennes, alors pas forcément plus anciennes, mais qui demandent peut-être parfois un peu plus de technique musicale, parce que j'ai l'impression de plus progresser dans ces cas-là. Et aussi parce que ça me permet aussi de me construire une culture musicale. Et je trouve ça important aussi. Donc voilà, moi j'apprécie bien ça. Je pense que la symphonie que j'ai jouée, qui m'a vraiment marquée, c'est la 5e symphonie de Tchaïkovski. J'ai pu la jouer notamment quand j'étais en tournée dans les Alpes, cette symphonie. Et c'est vraiment, moi je la trouve magnifique. Et c'est vrai que du coup ça m'a beaucoup marqué. Et je pense que c'est aussi pour ça que voilà, j'apprécie jouer des grosses symphonies. Ça me fait penser à ce genre de plaisir quand je joue des grosses œuvres comme ça, aussi connues. Et
c'est un peu des chefs-d'œuvre musicaux. En arrivant à Paris pour ses études, Esther a rejoint l'orchestre Impromptu. Cet orchestre symphonique réunit près de 70 musiciens, mais peut en compter jusqu'à 100 lorsqu'il s'agit par exemple d'interpréter une symphonie de Mahler. Selon les sessions, l'orchestre joue également des concertos, des créations contemporaines ou des œuvres avec chœur. En décembre 2024, sous la direction d'Othman Louati et de Maxime Pascal, les musiciens ont ainsi donné en concert le concerto pour violoncelle de Lalo et la symphonie numéro 8 de Bruckner dans 3 églises parisiennes. Esther y a vu un moyen de perfectionner sa technique instrumentale. C'est vrai que je me voyais pas du tout arrêter la musique complètement parce que ça avait pris vraiment une place importante dans ma vie. Et du coup, je me suis dit que j'allais continuer la musique pendant ma prépa, du moins le début pour voir si ça allait fonctionner. Et du coup, ça a fonctionné, ouais. J'étais à l'orchestre Impromptu. Je l'ai fait pendant 1 an et demi. Et j'ai pu faire des gros projets aussi, comme Bruckner, la symphonie 8. C'est pas forcément la symphonie que j'ai préférée, mais voilà, moi je l'ai fait vraiment pour la pratique. C'était sympa aussi de voir les différentes églises à Paris. Et puis j'ai pu aussi rencontrer des personnes là-bas avec qui je m'entends bien. En 2025, toujours dans le but de progresser avec son instrument, Esther a participé à l'Orchestre des amateurs de la Philharmonie de Paris, un atelier performance proposé chaque année et qui permet à des musiciens amateurs d'un niveau confirmé de préparer un programme ambitieux et de se produire dans la salle des concerts de la Cité de la Musique. Après une sélection sur dossier, un orchestre d'environ 75 musiciens est constitué et les participants ont ensuite une dizaine de séances de répétition réparties sur 3 mois et encadrées par des professionnels. J'avais fait des recherches, je sais qu'il y avait la même chose pour Radio France et aussi une copine m'en avait parlé, donc une copine flûtiste, et au départ j'étais sur liste d'attente parce que je m'étais prise un peu trop tard et au final on m'a dit c'est libre, si tu veux, voilà, tu peux faire ça. Et c'est vraiment super pour le coup, de jouer dans une salle comme ça, et pour le coup il y avait une adrénaline qui était vraiment folle. L'année où Esther a participé, le programme avait pour thème Amérique au pluriel et comportait 3 œuvres. La Bachiana Brasileira numéro 4 d'Heitor Villa-Lobos, Ethiopia's Shadow in America de Florence Beatrice et la suite de danse extraite du ballet Estancia d'Alberto Ginastera. Ces œuvres latino-américaines étaient dirigées par la chef d'orchestre Bianca Maretti qui a grandi et étudié au Brésil. Et c'était aussi un style musical auquel j'avais pas l'habitude et je trouve que les orchestres n'ont pas l'habitude vraiment de s'y confronter. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé faire cette session. C'est vrai que c'était très enrichissant pour le coup. Et puis la chef était aussi était très compétente sur ce sujet. Et donc c'est vrai qu'on se sentait vraiment guidé. Le plaisir de jouer un répertoire particulier, le challenge d'aborder des œuvres difficiles techniquement, l'adrénaline de se produire en concert dans des lieux singuliers font partie de ce qui motive les musiciens à s'impliquer dans la préparation d'un programme. Certains projets sont plus fédérateurs que d'autres, et l'adhésion des membres d'un orchestre à la direction artistique de l'association repose sur de nombreux critères. Dans le prochain épisode, il sera question des projets portés par les fédérations musicales, telles que la Fédération musicale de Paris, dont Denis Lancelin est le président, et en particulier de l'organisation de concours, un type de projet qui change le rapport des musiciens au répertoire. M comme musique est un podcast écrit et réalisé par Savannah Guillon. Il est hébergé sur Audioblog.